Mes parents m'ont traité de voie sans issue au mariage à 250 000 $ de ma sœur jusqu'à ce qu'ils voient où j'avais atterri. C'est tout ce que tu mérites, a murmuré ma mère, en me glissant un chèque de 500 $ dans la main pendant que ma sœur posait pour des photos, au milieu d'une réception de mariage à 250 000 $. J'étais debout dans le coin d'une salle de bal du Ritz-Carlton. Des lustres en cristal, 200 invités, du mouette sur chaque table, du filet mignon qui refroidissait dans de la porcelaine fine, et moi, dans une robe noire à 89 $ de chez Nordstrom Rack. Tenant une fine enveloppe qui était censée être la réponse de ma mère à la question que j'avais posée 20 minutes plus tôt. M'aiderez-vous, Marcus et moi, comme vous avez aidé Meredith? Mais ce ne sont pas les 500 $ qui m'ont fait partir cette nuit-là. C'est ce qu'elle a dit à l'homme qui se tenait à côté de moi. L'homme qui, plus tard, m'aiderait à construire tout ce qu'elle avait juré que je n'aurais jamais. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous vous reconnaissez vraiment dans cette histoire, et dites-moi dans les commentaires. D'où regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il là où vous êtes? Je m'appelle Sienna 8. J'ai 30 ans maintenant. Mais laissez-moi vous ramener 2 ans en arrière, à un samedi de juin, dans une salle de bal du Ritz-Carlton à Hartford, Connecticut. La nuit où j'ai cessé d'essayer de mériter l'amour de ma mère. J'ai grandi à Glastonbury, dans le Connecticut. Le genre de ville où chaque pelouse est tondue à la même hauteur, et où chaque portrait de famille est accroché au même endroit, au-dessus de la cheminée. Une maison coloniale de 4 chambres dans une rue bordée d'arbres, un garage pour 2 voitures, un golden retriever nommé Baxter. De l'extérieur, les 8 ressemblaient à une famille de catalogue. De l'intérieur, nous fonctionnions selon un système de classement. Ma sœur aînée, Meredith, était le modèle. Élève avec les meilleures notes, capitaine de l'équipe de cross, admise en avance à l'université Johns Hopkins. Elle avançait dans la vie comme quelqu'un à qui on avait dit depuis sa naissance que le monde lui appartenait. Et elle y croyait, parce que notre mère s'en assurait. Diane 8, 58 ans, ancienne infirmière en chirurgie qui avait autrefois rêvé de faire médecine mais n'avait jamais postulé. Elle a déversé chaque once de cette ambition inachevée sur Meredith, comme du béton dans un moule. Et Meredith s'est durcie pour devenir exactement ce que notre mère voulait, une dermatologue avec un cabinet privé, un petit ami de la bonne famille, et un sourire qui rendait bien sur les photos des fêtes de fin d'année. Et puis il y avait moi. J'étais celle qui dessinait au lieu d'étudier. Celle qui a gagné un concours d'art en seconde et a ramené le ruban à la maison, devant une table silencieuse au dîner. Ma mère l'a regardé comme on regarderait un coupon de réduction qu'on n'utiliserait jamais. C'est bien, Sienna, mais la créativité est un luxe. La stabilité est une responsabilité. Ce ruban a fini dans ma chambre. Les trophées de cross de Meredith, ses certificats d'honneur, sa lettre d'acceptation de Johns Hopkins, tout cela se trouvait dans la vitrine du salon. On pouvait la voir depuis la porte d'entrée. Les invités la remarquaient toujours. C'était le but. Une fille qui sauverait des vies. Une fille qui faisait des dessins. Devinez laquelle était mentionnée à Thanksgiving. J'ai obtenu un diplôme en communication de l'Université du Connecticut, avec une moyenne que personne dans ma famille n'a jamais demandé. J'ai décroché un poste de coordinatrice marketing junior dans une petite agence à Hartford. Bridwell & Partners, 11 employés, un bureau au-dessus d'une sandwicherie sur Asylum Street. Salaire, 38 000 $ par an avant impôt. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Le problème, c'était la voiture. Les transports en commun de Hartford ne desservent pas les banlieues où je devais rencontrer des clients. J'avais besoin d'un véhicule, mais mon historique de crédit était mince. Une carte étudiante avec une limite de 2 000 $ et 6 mois de loyer payé à temps. Pas assez pour un prêt auto à mon nom. Alors, mes parents se sont portés co-emprunteurs. 18 000 $ pour une Honda Civic de 2019 avec 100 000 km au compteur. Mensualité de 312 $. Sur le papier, c'était un geste généreux. En pratique, c'était une laisse. Ma mère gardait l'accord de co-signature dans le tiroir de sa table de chevet, comme certains gardent une arme chargée. À chaque Thanksgiving, chaque appel téléphonique où je mentionnais vouloir quelque chose de différent, chaque fois que je contestais quoi que ce soit, la laisse se resserrait. Tu nous dois toujours de l'argent pour cette voiture, Sienna. Ne mords pas la main qui a co-signé ton prêt. Mon père, Gérald, 60 ans, directeur des ventes à la retraite,
le genre d'homme qui lit le journal pour éviter les conversations, s'asseyait en face de la table et ne disait rien. Il regardait son assiette. Il mâchait lentement. Et quand ma mère avait fini, il disait « Ta mère n'a pas tort », sans jamais préciser sur quoi. La Honda Civic était garée dans l'allée de nos parents à chaque fête, juste à côté du BMW X5 qu'ils avaient acheté à Meredith comme cadeau de fin d'études de médecine. 2 voitures côte à côte, l'une méritée, l'autre offerte. Les deux racontant la vérité sur notre place respective. J'ai rencontré Marcus Callaway dans un café sur Pratt Street, le genre d'endroit avec des tasses dépareillées et un menu sur ardoise qui change tous les jours. Il était assis près de la fenêtre avec un ordinateur portable ouvert sur Figma, un café glacé à moitié fini à côté de son coude, et un calme que j'ai pris pour de l'indifférence jusqu'à ce qu'il lève les yeux et sourit. Marcus avait 29 ans, designer UX, freelance. Il était indépendant depuis ses 18 ans. Ses parents avaient divorcé quand il en avait 14. Sa mère avait déménagé en Floride. Son père s'était noyé dans l'alcool. Il avait financé ses études universitaires, appris le design par lui-même, et s'était constitué une clientèle, un email à la fois. Son fonds d'urgence était petit, mais il existait, ce qui est plus que ce que la plupart des gens que je connaissais pouvaient dire. Ce que j'aimais chez Marcus, ce n'était pas son ambition telle que ma mère la comprenait, avec des bureaux de direction et des titres. Il était ambitieux de la manière qui comptait. Il se présentait chaque jour pour son travail, pour moi, pour la vie que nous construisions discrètement dans un appartement d'une chambre avec des meubles d'occasion et un tableau de budget scotché au réfrigérateur. Ma mère a appris l'existence de Marcus 3 mois plus tard. Sa réaction est arrivée pendant le rôti du dimanche. Un freelance ? Elle a posé sa fourchette comme si elle déposait une preuve sur la table. Donc, aucun de vous deux n'a de vrai travail. Le même mois, Meredith s'est fiancée au docteur Trancaul, chirurgien orthopédiste, issu d'une vieille famille riche de Darien, des mocassins Ferragamo, le genre de mâchoire qui appartient à une affiche de campagne. Ma mère a organisé le dîner de fiançailles elle-même, avec du champagne, un traiteur, et 40 invités dans le jardin. Meredith a trouvé un partenaire qui correspond à son ambition, m'a-t-elle dit à ce dîner, en jetant un coup d'œil à Marcus de l'autre côté du jardin. Toi, tu as trouvé un partenaire qui correspond à ta situation. Marcus l'a entendu. Il n'a pas bronché, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter, comme il le fait quand il ravale quelque chose qu'il n'oubliera jamais. 5 semaines avant le mariage de Meredith, Marcus m'a demandé en mariage. Ce n'était pas sur un toit-terrasse. Ce n'était pas une bague dans une coupe de champagne. C'était un mardi soir, dans notre appartement. Des pattes sur le feu, la pluie contre la fenêtre. Et il a dit, je n'ai pas de discours. Je sais juste que je veux que ce soit ma vie. Toi, ça, nous. La bague était un simple solitaire pour lequel il avait économisé pendant plus de 4 mois. J'ai dit oui avant qu'il ne finisse sa phrase. Nous l'avons annoncé à ma famille le dimanche suivant. Meredith a souri d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. Mon père a dit, c'est merveilleux, ma chérie, et il est retourné à son journal. Ma mère a regardé la bague pendant une seconde exactement, puis s'est tournée vers Meredith. As-tu confirmé le fleuriste pour les orchidées ? La préparation du mariage était déjà un train lancé à pleine vitesse. Le Ritz-Carlton de Hartford, un organisateur venu de New York, des fleurs importées d'Équateur. Pas des roses, des orchidées, parce que Meredith disait que les roses étaient prévisibles. Le budget avait dépassé les 250 000 $, et ma mère en parlait comme les gens parlent de rénovation. Nécessaire, attendu depuis longtemps, un investissement dans les bonnes choses. Mon rôle dans le mariage a été assigné, pas discuté. Je devais m'occuper de la table du livre d'or. La table du livre d'or, un petit pupitre près de l'entrée, loin de la cérémonie, loin de la réception, loin de chaque photo. Je devais accueillir les invités, leur tendre un stylo, et sourire. Meredith m'a envoyé un texto la semaine d'avant. Tu peux amener Marcus. Mais ne le laisse pas parler de son travail de freelance aux collègues de Tran. Ce n'est pas le même monde. J'ai fixé ce message pendant un long moment. J'aurais dû dire quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Le mariage était dans 5 semaines. Je ne savais pas encore que ce serait la dernière fois que je m'assiérais à la table de ma famille. La salle de bal du Ritz ressemblait à un endroit conçu pour rappeler à tous les présents combien d'argent était dépensé.
des lustres en cristal pendaient bas au-dessus des tables recouvertes de lin blanc. Chaque centre de table était une tour sculptée de pivoine blanche et de jasmin retombant, flanquée de bougies qui emplissaient l'air de tubéreuse et de cèdre chaud. Un quatuor à cordes jouait Pachelbel dans un coin. 200 invités en tenue de cocktail. Des couverts avec des assiettes de présentation dorées, 3 fourchettes par personne. Je suis arrivé tôt, comme on me l'avait demandé. Ma robe était noire, simple, à mancherons, achetée en ligne chez Nordstrom Rack lors d'une liquidation à moins 70%, pour $89. Je l'avais essayée 3 fois dans le miroir de notre salle de bain avant de décider qu'elle était convenable. Elle allait toujours être convenable. Personne ne me regardait. Meredith flottait pendant la cérémonie dans une robe Vera Wang sur mesure, un voile cathédral traînant derrière elle comme une promesse que le monde avait déjà accepté de tenir. Elle était magnifique. Elle l'a toujours été. Ma mère se tenait au premier rang en soie couleur champagne, épongeant ses yeux avec un mouchoir brodé, et j'ai pensé, elle ne m'a jamais regardé comme elle regarde Meredith en ce moment. Pas une seule fois. Après la cérémonie, j'ai pris ma place à la table du livre d'or. J'ai souri. J'ai distribué des stylos. J'ai dit, félicitations, 47 fois à des gens qui ne connaissaient pas mon nom. Une des cousines de ma mère, tante Déborah, parée de perles, déjà bien entamée par 3 verres de Pinot Grigio, m'a dévisagé en signant. Oh, tu es l'autre. J'ai continué à sourire. Je m'appelle Sienna. C'est ça, c'est ça. Diane parle toujours de Meredith. C'est la star de la famille, n'est-ce pas? Marcus était assis à la table 14, dernière rangée, près de l'entrée de service, à côté de 2 vagues connaissances de travail de Tran qui ont passé la soirée à parler de leur handicap de golf. Les discours étaient terminés. Meredith et Tran avaient eu leur première danse, sur du Sinatra, évidemment, et la salle baignait dans cette douce brume tiède de champagne qui s'installe dans les fêtes chères quand la note est déjà payée. J'avais quitté la table du livre d'or pour retrouver Marcus. Je voulais m'asseoir avec lui, manger quelque chose, peut-être voler un moment de calme avant la fin de la soirée, mais je n'ai traversé que la moitié de la salle de bal avant que ma mère n'apparaisse à mon coude. Sienna, viens ici. Elle m'a entraîné dans un coin près du bar, pas tout à fait privé. 3 ou 4 invités à une table haute voisine pouvaient nous entendre s'ils écoutaient. Un serveur remplissait des flûtes de champagne à moins d'1 mètre. Je sais que toi et Marcus préparez quelque chose, a-t-elle dit. Son ton était le même que celui qu'elle utilisait quand j'avais 12 ans et qu'elle me surprenait à dessiner au lieu de faire mes devoirs d'algèbre. Déçu mais pas surprise. Tu m'as demandé la semaine dernière si nous t'aiderions pour ton mariage. Alors, tiens. Elle a glissé une enveloppe blanche dans ma main. De taille standard, légère. Je l'ai ouverte. Un chèque. $500, écrit de la main soignée de ma mère. Sur la ligne mémo, contribution mariage. Sienna. J'ai levé les yeux. Elle observait mon visage comme un scientifique observe un sujet de test. C'est tout ce que tu mérites. Elle l'a dit doucement, à peine plus fort que la musique. Mais le serveur a entendu. J'ai vu sa main s'arrêter sur la flûte de champagne. Une femme à la table haute a jeté un regard, puis l'a rapidement détourné, comme le font les gens quand ils ont été témoins de quelque chose qu'ils auraient préféré ne pas voir. 5 $. Ma sœur a eu 250 000. J'ai eu 500. Et une ligne mémo qui officialisait la chose. J'ai plié le chèque, l'ai mis dans ma pochette, et j'ai regardé ma mère dans les yeux. Je n'ai pas dit un mot, et je pense que cela l'a effrayé plus que tout ce que j'aurais pu dire. Je suis retourné à la table 14. Marcus a vu mon visage avant que je ne m'assoie. Il a pris ma main sous la table. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, ai-je dit. Pas ici. Mais ici, nous a rattrapés. Ma mère est apparue à notre table 10 minutes plus tard. Elle avait bu un autre verre de champagne, pas assez pour bredouiller, mais assez pour enlever la fine membrane de retenue qui avait maintenu sa cruauté semi-privée jusqu'à présent. Elle se tenait au bout de la table, et 6 personnes que je n'avais jamais rencontrées ont levé les yeux vers elle. Elle a regardé Marcus. Pas moi, lui. J'espère que vous ne vous attendez pas à ce que nous financions votre mariage aussi. Elle a souri. Le genre de sourire qui est en réalité une lame. Nous n'investissons pas dans les voies sans issue. La table est devenue silencieuse.
Un homme en veste Brooks Brothers a fixé son verre d'eau. Une femme à côté de lui a soudainement trouvé sa serviette fascinante. Le camarade de chambre de Tran à l'université, assis 2 chaises plus loin, a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Marcus n'a pas bougé. Il n'a pas élevé la voix, mais j'ai vu le tendon de son cou se tendre, comme une corde de guitare juste avant de casser. Et quelque chose en moi s'est fissuré. Pas brisé, fissuré. La différence est importante. Je pouvais supporter qu'elle me classe. Je pouvais supporter la vitrine, la table du livre d'or, la robe à 89 $, le chèque de 500 $. Mais cet homme qui a construit sa vie à partir de rien, qui n'a jamais rien demandé à ma famille, ne méritait pas d'être éviscéré en public par une femme qui ne connaissait même pas son nom 3 mois auparavant. Je me suis levé, je me suis penché vers Marcus. On s'en va. Il a hoché la tête, sans hésitation. En traversant le parking, le gravier crissant sous nos chaussures, j'ai dit la première chose claire que j'ai dite de toute la soirée. Il faut que je refinance ce prêt auto demain. Marcus m'a ouvert la portière passager de la Honda Civic. J'ai déjà préparé les papiers sur mon ordinateur portable. À 7 heures le lendemain matin, mon téléphone affichait 12 appels manqués de mon père, 3 messages de Meredith, et un silence de ma mère qui était plus assourdissant que tout le reste. Gérald, s'il te plaît, appelle-nous. Ta mère est contrariée. Meredith, tu es parti tôt et tout le monde l'a remarqué. Les gens demandaient où tu étais. Tu as gâché ma réception, Sienna. J'espère que tu es contente. Encore Meredith. C'était censé être mon jour. Et ma mère. Rien. Pas un mot. Parce que Diane 8 ne courait pas après les gens. Elle attendait que vous reveniez en vous excusant. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Marcus et moi étions assis à notre table de cuisine, la petite de chez Target qui boitait du côté gauche, avec son ordinateur portable entre nous et 2 tasses de café qui refroidissaient. Sur l'écran, les options de refinancement pour le prêt auto. Mon score de crédit brillait dans un coin du navigateur. 680. Limite. Assez pour être éligible à un taux d'intérêt plus élevé, mais assez. Si nous passons par une coopérative de crédit, nous pouvons obtenir 7,2%, a dit Marcus en faisant défiler. C'est plus élevé que ce que tes parents ont obtenu, mais le prêt est entièrement transféré à ton nom. Ils sont retirés du titre de propriété. Une rupture nette. Une rupture nette. Les mots flottaient dans l'air comme quelque chose de sacré. J'ai regardé le chiffre, 18 000 $, à peu de choses près, et pour la première fois, je l'ai vu clairement. Pas comme une dette, mais comme une chaîne. Une chaîne que ma mère agitait chaque fois que je sortais du rang. Et voilà Marcus, à 7 heures du matin, avec les papiers déjà prêts, me montrant exactement comment la couper. J'ai fixé le 680 sur l'écran et j'ai pensé, pourquoi ai-je laissé un prêt de 18 000 $ me retenir dans une famille qui m'a estimé à 5 cents? Avez-vous déjà réalisé que la chose qui vous emprisonnait était plus petite que vous ne le pensiez? Que la serrure était moins chère que la cage? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir. D'ici 72 heures, j'aurai un plan. D'ici 30 jours, j'aurai une nouvelle ville. 2 semaines après le mariage, l'histoire avait déjà été écrite. Simplement, pas par moi. Ma tante Patricia, la sœur de mon père, la discrète qui envoie des cartes d'anniversaire avec des billets de 10 $ à l'intérieur et ne prend jamais parti, m'a appelé un mercredi après-midi. Elle n'a pas dit bonjour d'abord. Elle a dit, je pensais que tu devrais savoir ce que ta mère raconte aux gens. Le récit, tel que Diane l'avait construit, était net et efficace. Sienna a quitté le mariage dans une rage jalouse. Elle ne supportait pas de voir Meredith heureuse. Elle a toujours été la difficile. Nous lui avons donné de l'argent et elle nous l'a jeté à la figure. À chaque dîner de famille, chaque appel avec les cousins, chaque conversation à l'épicerie avec les voisins qui nous connaissaient depuis que nous étions dans des sièges auto. L'histoire s'est répandue comme ma mère l'avait prévu. Discrètement, complètement, comme de la colle à papier peint. Puis est venu Instagram. Meredith a posté depuis sa lune de miel à Maui, debout à la proue d'un bateau affrété, des lunettes de soleil Dior sur la tête, le bras de Tran autour de sa taille, la mer scintillante derrière eux. Légende, reconnaissante pour la famille qui est présente. Certaines personnes ne supportent pas les bénédictions des autres. 47 commentaires, des cœurs,
des émojis de feu. Tu gères ça avec tellement de grâce. Quelle perte pour eux, ma belle. Tu vis ton meilleur chapitre. Je l'ai vu parce qu'un ami de l'université m'a envoyé une capture d'écran avec un simple point d'interrogation. J'ai regardé la photo pendant 10 secondes. Puis j'ai fermé l'application, ouvert mon ordinateur portable, et je suis retourné à l'email de prospection que je rédigeais pour un client potentiel, une petite boulangerie à East Austin qui avait besoin d'aide avec ses réseaux sociaux. Tante Patricia a envoyé un autre texto cette semaine-là. Cours. J'ai vu ce qui s'est passé au mariage. Ta mère a eu tort. C'est tout ce que je dirais. Pas une alliée, juste un témoin. Parfois, c'est suffisant pour rester sain d'esprit. Ils peuvent garder l'histoire, ai-je dit à Marcus ce soir-là. Moi, j'aurai les résultats. Le téléphone a sonné un jeudi soir, 3 semaines après le mariage, 9 jours après que j'ai soumis la demande de refinancement à une coopérative de crédit à Hartford. J'ai vu le nom sur l'écran et j'ai senti mon estomac se nouer, comme lorsqu'on entend une alarme incendie dans un bâtiment qu'on pensait sûr. Maman. Elle n'appelait jamais. Elle convoquait. Elle attendait. Elle laissait le silence faire le travail. Le fait qu'elle appelle signifiait qu'elle avait entendu quelque chose qui ne lui plaisait pas. Je crois comprendre que tu prévois de déménager. Sa voix était plate, mesurée. Le ton qu'elle utilisait avec les représentants pharmaceutiques qui n'apportaient pas les bons échantillons. Quelqu'un m'a dit que tu cherchais des appartements hors de l'État. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé combler le vide. Si tu pars, Sienna, ne t'attends pas à ce que nous continuions à co-signer ce prêt. J'appellerai la banque lundi matin. Tu ne peux pas te retirer unilatéralement d'un prêt co-signé, maman. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Une pause. Je ne lui avais jamais opposé un fait auparavant. C'est tombé comme une pierre dans l'eau calme. Pardon? Le prêt est un accord contraignant. Tu ne peux pas retirer ton nom sans le consentement du prêteur et un refinancement. J'ai gardé ma voix égale, professionnelle, comme Marcus m'avait coaché la veille. C'est exactement ce que j'ai déjà commencé. Le silence à l'autre bout du fil était différent cette fois. Pas le silence du pouvoir, mais le silence de quelqu'un qui cherche un levier et le trouve disparu. 5 jours plus tard, la coopérative de crédit a approuvé le refinancement. Taux d'intérêt de 7,2%. Plus élevé que l'original. Je m'en fichais. Le prêt a été transféré à mon nom seul. Diane et Gérald 8 ont été entièrement retirés du titre de propriété. J'ai envoyé un seul email. Maman, papa, le prêt auto a été refinancé à mon nom uniquement. Vous n'êtes plus dessus. Merci pour la co-signature initiale. Sienna. Professionnel. Bref. Sans émotion. La laisse était coupée. 30 jours après le mariage, j'ai emballé tout ce que je possédais dans la Honda Civic. Ça n'a pas pris longtemps. 2 valises, une boîte de manuels de marketing et d'exemplaires écornés de building à Storybrand et Med2Stick, mon ordinateur portable. Un dossier d'échantillons de clients que j'avais constitué chez Bridwell & Partners, un cactus que Marcus m'avait offert pour notre premier anniversaire et qui avait survécu à 2 hivers du Connecticut sur un rebord de fenêtre. J'avais donné ma démission à l'agence la semaine précédente. Mon patron, un homme décent nommé Phil, qui portait la même chemise Oxford bleue tous les mardis, m'a serré la main et a dit « Tu vaux mieux que cet endroit, Sienna. Je suis désolé de ne pas avoir pu te payer assez pour le prouver. » Il m'a écrit une lettre de recommandation sur papier à en tête de l'entreprise le même après-midi. Marcus avait déjà fait passer ses clients freelance en mode entièrement distant. Son ordinateur portable fonctionnait aussi bien à Austin qu'à Hartford. C'était la beauté de son travail, et la chose que ma mère n'a jamais comprise à ce sujet. Il voyageait. Nous avons choisi Austin parce que Marcus avait fait le calcul. Pas d'impôt sur le revenu de l'État. Coût de la vie 30% inférieur à celui du comté de Hartford. Un écosystème de start-up qui accueillait les petits opérateurs. Une scène créative qui n'exigeait pas de pédigré. Notre compte en banque le matin de notre départ, $4200 combinés. Tout ce que nous avions. Mon père a envoyé un texto alors que nous traversions la frontière de la Pennsylvanie. Es-tu en sécurité? J'ai attendu que nous nous arrêtions pour faire le plein près de Roanoke pour répondre. Un seul mot. Oui.
Rien de ma mère, rien de Meredith. Juste Gérald, posant la question qu'il aurait dû poser pendant 28 ans. L'autoroute s'étendait devant nous. LI 81 Sud, puis LI 40 Ouest, puis la longue approche plate vers le Texas. Dans le rétroviseur, le Connecticut s'est réduit à néant. Devant, un panneau d'autoroute vert. Austin, 500 km. Ça va, a demandé Marcus. Demande-moi dans un an. Notre premier appartement à Austin était un studio sur East Riverside Drive. 45 mètres carrés de parquet déformé, un climatiseur qui cliquetait comme un moteur diesel, et une fenêtre qui donnait sur un parking où quelqu'un avait peint à la bombe, rêve en grand, sur une benne à ordures. Loyer, $1100 par mois. Nous n'avions pas de lit. Pas au début. Marcus a emprunté un matelas gonflable à un gars qu'il avait rencontré sur un forum de design en ligne et qui habitait par hasard à East Austin. Cette première nuit, nous étions allongés côte à côte, écoutant le climatiseur vibrer, et je fixais le plafond. Une tache d'eau dans le coin, en forme de cœur de travers. Et la pensée est venue, non sollicitée, et si ma mère avait raison. Je ne l'ai pas dit à voix haute. Je n'en ai pas eu besoin. Marcus s'est retourné et a dit, ça ira mieux. Il le faut. On n'a pas fait 2700 km pour abandonner. J'ai commencé à travailler le lendemain. Barista dans un café sur South Congress, $12 de l'heure plus les pourboires. La propriétaire était une femme nommée Denise qui fabriquait son propre lait d'avoine et appelait tout le monde « mon sucre ». Je servais des lattes de 6h à 14h, puis je rentrais, prenais une douche, et m'asseyais au comptoir de la cuisine, qui était aussi notre table à manger, qui était aussi mon bureau, et j'ouvrais Upwork. Le premier mois, j'ai décroché 3 contrats. Gestion des réseaux sociaux pour un salon de manucure à Round Rock, 4 cents. Conception d'un flyer pour un food truck appelé Big Tony's Brisket, $250. Une campagne de mai pour un studio de yoga à South Lamar, $750. Revenu total en freelance, premier mois, $1400. Combiné au pourboire de barista et au travail de freelance UX de Marcus, nous avons à peine payé le loyer. Les courses venaient de H-E-B, et j'ai appris que le riz, les haricots et l'optimisme pouvaient s'étirer plus loin que je ne l'avais jamais imaginé. La liberté a un goût différent quand on ne peut pas s'offrir de meubles. En mars, 3 mois après notre arrivée à Austin, j'ai signé mon premier vrai contrat. Pas un petit boulot sur Upwork. Un vrai client avec un vrai cahier des charges et un accord signé. Un hôtel-boutique sur South Congress appelé The Oren. 12 chambres, briques apparentes, un bar sur le toit qui servait des cocktails au mezcal aux touristes qui voulaient se sentir comme des locaux. Le propriétaire avait besoin d'une refonte complète de la marque, d'un nouveau logo, d'une stratégie pour les réseaux sociaux, de textes pour le site web. Honoraire, $3500. J'étais tellement excité que j'ai appelé Marcus depuis le parking et j'ai failli pleurer. 3 semaines plus tard, le propriétaire, un homme nommé Derek qui portait des chemises en lin et changeait d'avis comme d'autres changent de chaussettes, a annulé le projet. Il n'aimait pas la palette de couleurs. Puis il n'aimait pas la police de caractère. Puis il n'aimait pas l'ambiance. Il a annulé le contrat, a payé 50% comme l'exigeait la clause de rupture, et est passé à un ami de Los Angeles qui le ferait gratuitement. $1750. 3 semaines de travail, $200 de ma poche pour Canva Pro et des photos de banque d'images. Je me suis assise sur les marches en béton devant notre immeuble ce soir-là, tenant une bouteille d'eau, regardant le trafic sur Riverside Drive. Marcus est sorti avec une tasse de café, le bon, celui de la boutique de Denise, qu'il avait acheté avec le reste de ses pourboires après l'avoir aidé à réorganiser l'arrière-boutique. « Salut », a-t-il dit en s'asseyant. « Ton score de crédit a atteint 710 le mois dernier. Le refinancement fonctionne. » Il a fait une pause. « Aussi, tu te souviens de cette femme au café? Celle qui a posé des questions sur ta campagne pour le food truck de Big Tony? Lorraine quelque chose. Elle a laissé sa carte. Elle a dit que tu devrais appeler. Qui est Lorraine? Je ne sais pas encore, mais elle a dit que ton travail pour Big Tony était la meilleure campagne locale qu'elle ait vue en 6 mois. J'ai pris la carte, je l'ai tenue entre 2 doigts comme si elle pouvait se dissoudre. Lorraine Voss, consultante en marketing. Austin, Texas. J'ai épinglé le chèque de $1750 de Derek sur le mur de la cuisine avec un aimant. J'ai écrit à côté au marqueur,
premier vrai paiement, première vraie leçon. Je n'ai pas cherché l'Instagram de Meredith. L'algorithme m'a trouvé. Un soir d'avril, assise en tailleur sur le matelas gonflable parce que nous n'avions toujours pas acheté de canapé. Je faisais défiler les hashtags de l'industrie pour des idées de marketing hôtelier quand l'application a décidé que je pourrais aussi apprécier une photo de ma sœur debout dans sa nouvelle cuisine. Une maison de style colonial, 4 chambres, un îlot en marbre de Calacata, des suspensions en laiton, un dosseret de carreaux de métro blanc qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. La légende disait « Maison de rêve avec l'homme de mes rêves ». La maison était à West Hartford, achetée avec le cadeau de mariage de $250 000 comme à compte, plus une hypothèque que Tran avait co-signée. L'investissement de mes parents, qui prenait de la valeur, ou du moins c'est ce que la légende suggérait. J'ai commencé à fermer l'application, puis je me suis arrêté. Quelque chose n'allait pas. La publication avait moins de « j'aime » que le contenu habituel de Meredith. Elle avait près de 200 000 abonnés, principalement des patients et des comptes de style de vie. Et enfoui dans les commentaires, une amie avait écrit « Où est Tran ? Je ne vous ai pas vu ensemble depuis un moment. » La réponse de Meredith, il est occupé à sauver des vies. Les points d'exclamation faisaient beaucoup de travail. J'ai fermé l'application, ouvert mon ordinateur portable, et je suis retourné à l'email de prospection que je rédigeais pour un bed and breakfast à Dripping Springs qui avait besoin d'aide avec son tunnel de réservation. La cuisine de Meredith avait une cuisinière Wolf à 6 brûleurs. J'étais assise à une table lac d'Ikawa que j'avais mal montée 2 fois. Les pieds étaient légèrement inégaux, donc mon ordinateur portable penchait d'un degré vers la gauche, toujours. Chaque email que j'avais envoyé pendant 4 mois avait été écrit de travers. Je ne le savais pas à l'époque, mais la maison de rêve de Meredith valait déjà $60 000 de moins que ce qu'ils avaient payé. Le marché immobilier du Connecticut s'était affaibli, et Tran n'était pas occupé à sauver des vies. Il était occupé à ruiner les leurs. Mais a été le mois qui a failli nous briser. 5 mois à Austin. Les chiffres sur mon application bancaire ressemblaient à un compte à rebours. 1800 $ sur le compte courant. Loyer dû dans 6 jours. 1100 $, ce qui laissait 700 $ pour tout le reste, les courses, l'essence, la facture de téléphone, Internet dont nous avions besoin pour continuer le freelancing, l'abonnement Canva Pro. Que je ne pouvais pas annuler sans perdre l'accès à mes modèles de clients. Puis Marcus a perdu son plus gros client. Une start-up fintech de San Francisco qui le payait 4000 $ par mois pour du travail UX a envoyé un email de 2 lignes, restructuration de notre budget de conception. À compter d'aujourd'hui, nous suspendons tous les contrats de prestataires. Merci pour tout. Merci pour tout. L'équivalent professionnel d'un haussement d'épaule. Ce mois-là, notre revenu combiné a chuté de 40%. Nous avons mangé du riz et des haricots noirs 4 soirs de suite. Marcus a accepté un contrat d'une journée pour aider Denise à construire des étagères au café. 200 $ en espèces, payés le jour même. J'ai pris un projet urgent pour un agent immobilier à Pflugerville qui avait besoin de contenu Instagram. 300 $ pour 15 publications. Je les ai faites en une nuit, alimentées par du café instantané et un sentiment qui oscillait entre la détermination et l'effroi. Un soir, alors que Marcus était au téléphone avec un nouveau client potentiel, je suis allé dans la salle de bain, j'ai fermé la porte, ouvert le robinet, et j'ai pleuré. Pas le genre de pleurs gracieux. Le genre où tout votre corps se plie et le son qui sort ne ressemble pas à vous. J'ai pressé mon visage contre une serviette et j'ai laissé faire. La salle de bain était petite, carrelage blanc, joint jauni, un robinet qui goûtait toutes les 3 secondes. Quand je suis sorti, Marcus était toujours au téléphone. Je me suis lavé le visage, j'ai ouvert mes emails. Un nouveau message de Lauren Voss. Votre campagne pour le food truck était étonnamment pertinente. J'ai suivi votre travail récent. Venez à mon bureau jeudi. J'ai peut-être quelque chose. Je l'ai lu 3 fois, puis une 4e. Je ne le savais pas encore, mais cette réunion du jeudi allait changer la trajectoire de tout. Lauren Voss travaillait dans un bureau au 3e étage d'un espace de coworking sur Rainey Street. Le genre d'immeuble où chaque suite avait un nom de start-up différent sur la porte et où la cuisine commune sentait toujours le café trop ambitieux de quelqu'un. Son bureau était petit, impeccable, et délibérément sobre. Un bureau debout, 2 chaises, une seule orchidée sur le rebord de la fenêtre,
et rien sur les murs à part une couverture encadrée de Hatache de 2014 avec son nom en sous-titre. Elle avait 52 ans, un carré argenté coupé avec une précision chirurgicale, un blazer marine sur un t-shirt blanc, aucun bijou à part une montre Tank de Cartier à son poignet gauche qui captait la lumière du plafond à chaque fois qu'elle bougeait la main, ce qui était souvent. Car Lorraine parlait comme elle travaillait. Direct, rapide, sans mouvement inutile. Votre campagne pour Big Tony S. Brisket a augmenté leur trafic du week-end de 34%. A-t-elle dit avant même que je sois complètement assise. J'ai appelé Tony. Il a confirmé les chiffres. Ce n'est pas de la chance. Elle a fait une pause, m'a regardé comme un entrepreneur regarde un mur porteur, évaluant ce qu'il peut supporter. Mais vos prix sont amateurs. Vous avez facturé 800 $ pour un travail qui en valait 4000. Vous ne vous rendez pas service en étant bon marché. Vous dites aux clients que vous ne croyez pas en votre propre valeur. Les mots ont touché plus près que ce qu'elle pouvait imaginer. Voici ce que je vous propose. J'ai 2 clients dans l'hôtellerie, un hôtel-boutique dans le domaine et un bed and breakfast dans le Hill Country. Les 2 ont besoin d'une stratégie pour les réseaux sociaux et d'une refonte de leur image de marque. Je vous les recommanderai si, et seulement si, vous me revenez avec une proposition correcte, des prix corrects, et une LLC enregistrée. Pas une freelance avec un profil Upwork, une entreprise. Elle a regardé sa montre. Vous avez 48 heures. Je me suis levé. Mes mains tremblaient. Merci, Lorraine. Ne me remerciez pas, méritez-le. Je ne recommande pas de travail bâclé. Je suis allé à ma voiture, je me suis assise derrière le volant, et j'ai appelé Marcus. J'ai besoin que tu m'aides à enregistrer une LLC ce soir. Ce soir-là, Marcus et moi étions assis à la table IKEA bancale avec son ordinateur portable ouvert sur le site du secrétaire d'État du Texas. Le formulaire de dépôt pour une société à responsabilité limitée était étonnamment simple. Nom, agent enregistré, adresse, objet. Les frais étaient de 300 $. Nous avions 700 $ sur le compte après le loyer. C'est presque la moitié de ce qu'il nous reste, ai-je dit. C'est un investissement, a dit Marcus. Pas une dépense. J'ai tapé le nom dans le champ, 8 Creative LLC. Marcus m'a regardé. Tu utilises ton nom de famille. C'est aussi mon nom. Et je vais lui donner une autre signification. Il n'a pas discuté. Il a cliqué sur « Soumettre ». 300 $ pour le dépôt. Plus de la moitié de ce que ma mère pensait que je valais au mariage de Meredith. Au cours des 48 heures suivantes, j'ai élaboré 2 propositions sur Google Doc, une pour l'hôtel du domaine, une pour le bed and breakfast du Hill Country. J'ai fixé le prix de chaque projet à 4500 $. Mes doigts ont hésité sur les chiffres. La voix de Lorraine a résonné, vous dites aux clients que vous ne croyez pas en votre propre valeur. J'ai maintenu le prix. J'ai envoyé les 2 propositions à Lorraine par email à 23h47 le samedi. 13 minutes avant son délai. Lundi matin, client 1, l'hôtel The Finch dans le domaine, a répondu, allons-y. Mardi après-midi, client 2, Bluebell B&B à Wimberley, a répondu, pouvons-nous commencer la semaine prochaine? 9000 $ en perspective, plus que ce que j'avais gagné en un seul mois de ma vie. J'ai quitté mon poste de barista ce vendredi-là. Denise m'a serré dans ses bras par-dessus la machine à expresso et a dit, va devenir quelqu'un, mon sucre, et envoie-moi un client si tu peux. J'ai imprimé le certificat de la LLC dans un office dépôt sur Lamar Boulevard et je l'ai épinglé sur le mur de la cuisine, juste à côté du chèque de 1750 $ du projet d'hôtel annulé. Mon mur de preuve, non pas d'échec, mais de devenir. Les choses ne sont pas devenues faciles après ça. Elles sont devenues rapides. En août, 3 mois après la création de la LLC, 8 créatives avec 4 clients. Revenu mensuel, 22 000 $. J'ai engagé ma première prestataire, une rédactrice nommée Becca, qui venait d'emménager à Austin depuis Nashville et écrivait des titres comme certains écrivent de la poésie. Propre, percutant, inévitable. Je l'ai payé équitablement, parce que je me souvenais de ce que c'était quand quelqu'un ne le faisait pas. Octobre, 7 clients. Lorraine m'a présenté à l'Alliance hôtelière d'Austin, un réseau de propriétaires d'hôtels, de groupes de restauration et d'offices de tourisme qui se réunissaient trimestriellement autour de salades hors de prix dans un endroit sur West CTH.
Elle m'a dit de préparer une présentation de 5 minutes sur le retour sur investissement des réseaux sociaux pour les propriétés de charme. Ne les charme pas, a-t-elle dit. Montre-leur des chiffres. Je me suis tenu devant 40 personnes dans un blazer emprunté et j'ai montré des chiffres. Mes mains ont tremblé pendant les 90 premières secondes. Puis les données ont pris le dessus. L'augmentation du trafic de Big Tony. L'augmentation de 200% de l'engagement Instagram de l'hôtel The Finch. Les revenus de réservation directe du Bluebell B&B en hausse de 41% en 2 mois. Quand j'ai eu fini, 3 personnes avaient laissé leur carte de visite sur ma chaise. Décembre, revenu du mois, 38 000 $. J'ai engagé un deuxième prestataire, un graphiste nommé Will. Nous avons quitté le studio sur East Riverside pour un appartement de 2 chambres sur South Lamar. Il y avait une pièce séparée que je pouvais utiliser comme bureau. Un vrai bureau, une vraie chaise, et un lit, queen size, un cadre en chaîne massive de chez Article que nous avons assemblé ensemble un dimanche après-midi pendant que Marcus mettait du Coltrane sur une enceinte Bluetooth. Gérald a envoyé un email. Joyeux Noël, Sienna. J'espère qu'Austin te traite bien. J'ai répondu. Pour la première fois en 6 mois. C'est le cas. Joyeux Noël, papa. Court, mais pas fermé. Plus maintenant. Chaque facture que j'envoyais était comme une phrase dans une lettre que j'écrivais à mon futur moi. 1 an à Austin. 8 créatives, 12 clients réguliers, 2 employés à temps plein en plus de moi, et un chiffre d'affaires que j'ai dû lire 3 fois sur le tableur avant de le croire. 480 000 $ bruts, pas de bénéfices. Je veux être honnête à ce sujet. Après les salaires, les logiciels, les frais de prestataire et les impôts, le revenu net était une fraction. Mais la trajectoire était réelle. Et pour la première fois de ma vie, le graphique montait grâce à quelque chose que j'avais construit de mes propres mains. Nous avons loué un petit bureau de 75 mètres carrés sur East H Street, une ancienne vitrine avec des conduits apparents, des sols en béton poli, et une porte d'entrée en verre. Marcus a conçu le logo lui-même, 8 créatives, en sans serif épuré, gris ardoise sur blanc. Nous l'avons fait imprimer sur le verre. Le premier matin, je me suis tenu sur le trottoir et j'ai regardé le soleil d'Austin frapper ses lettres, et la lumière projeter le nom sur le sol à l'intérieur, comme une ombre inversée. C'est ce mois-là que Marcus m'a demandé en mariage, correctement. Nous étions fiancés depuis avant le mariage. Cette demande tranquille un mardi soir à Hartford semblait appartenir à une autre vie, mais nous n'avions jamais eu de cérémonie. Il m'a emmené sur un bar en rooftop sur Congress Bridge au crépuscule, juste au moment où les chauves-souris commencent leur migration nocturne, 1 million d'entre elles tourbillonnant dans le ciel rose. Et il a dit, nous devrions officialiser ça. Pas pour les autres, pour nous. Nous nous sommes mariés au palais de justice du comté de Travis un mercredi, avec 15 invités. Lorraine était là, dans son blazer marine. Denise a apporté un gâteau qu'elle avait préparé au café. Pas de Vera Wang. Pas d'orchidées importées, pas de budget de 250 000 $. Des frais de dossier de 90 $ et une promesse. 2 semaines plus tard, un email de l'Austin Business Journal. Madame. 8. Vous avez été nominée pour notre liste annuelle des 40 de moins de 40 ans. Seriez-vous disponible pour une interview? J'ai dit oui. Je n'avais aucune idée de qui d'autre serait à Austin au moment de la cérémonie. Meredith a déménagé à Austin en octobre, pas par choix. On avait offert à Tran un poste dans un système hospitalier affilié à l'UT Southwestern. Offert était le mot que Meredith utilisait. J'ai appris plus tard que la vérité était moins flatteuse. Son département à Hartford avait encouragé une transition après une plainte au RH d'une collègue. Les détails ne me sont pas parvenus à l'époque. Il n'en avait pas besoin. Le résultat était le même. Le docteur Tranquil déménageait au Texas, et Meredith suivait. Ils ont vendu la maison coloniale à West Hartford. La maison que mes parents avaient emballée avec un cadeau de 250 000 $ a été vendue avec une perte de 65 000 $. Le marché du Connecticut s'était affaibli régulièrement depuis leur achat, et ils avaient financé le reste à un taux qui a mal vieilli. Une fois le chèque de la vente encaissé et la commission de l'agent immobilier payée, Meredith et Tran sont repartis avec presque rien. $250 000, envolés. Pas volés, pas joués, juste lentement, discrètement dissous par un marché qui ne se souciait pas des cadeaux de mariage ou des promesses parentales.
Meredith ne savait pas que j'étais à Austin. Je n'avais pas de réseaux sociaux publics sous mon nom personnel. 8 Creative avait un site web et un Instagram professionnel, mais Meredith n'aurait pas cherché une agence de marketing. Nos mondes ne se chevauchaient pas. Du moins, c'est ce que je pensais. Le chevauchement s'est produit un mardi après-midi. Diane était venue du Connecticut pour aider Meredith à s'installer dans leur nouvelle location. Tous les trois, Diane, Meredith, Tran, roulaient vers le sud sur Congress Avenue quand Meredith a montré la fenêtre. C'est un joli bureau, ça. Diane a levé les yeux, a vu la porte en verre, a vu le nom, 8 Creative. Elle n'a rien dit. Elle a pris son téléphone, a fait une recherche sur Google, a trouvé le site web, a vu ma photo sur la page, à propos. Sienna 8, fondatrice et PDG. Elle a posé le téléphone sur ses genoux, sans rien dire. Ma mère a vu mon nom sur cette porte en verre, et pour la première fois de sa vie, elle n'a rien eu à dire. Le gala des 40 de moins de 40 ans, de l'Austin Business Journal a eu lieu un jeudi soir de novembre au JW Marriott, en centre-ville. La terrasse sur le toit, au 34e étage, avec la ligne d'horizon d'Austin brillant en dessous comme un circuit imprimé. 400 invités, fondateurs, investisseurs, cadres de la tech, administrateurs d'hôpitaux, membres du conseil municipal. Open bar, un trio de jazz, des badges nominatifs imprimés sur du papier cartonné épais qui donnaient l'impression d'une invitation rien qu'à le tenir. Je portais du rouge. Pas un rouge vif, un rouge artériel profond. Un blazer sur mesure que j'avais fait faire par une couturière sur South First Street, le premier vêtement que j'ai jamais eu fait sur mesure. En dessous, un simple chemisier en soie noire. Mes cheveux tirés en un chignon bas et net, du rouge à lèvres assorti au blazer. Marcus était à mes côtés dans un costume marine, le premier qu'il ait jamais possédé qui ne soit pas loué. Lorraine avait choisi la cravate. Grise anthracite, fine, sans motif. Tu veux qu'il se souvienne de ton visage, lui avait-elle dit, pas de ta cravate. Nous sommes arrivés à 19h, nous nous sommes enregistrés, avons trouvé notre table, numéro 3, première section. Un an auparavant, j'étais à la table 14, près de la porte de service. La symbolique ne m'a pas échappé. Lorraine était déjà assise à la table VIP, parlant au rédacteur en chef de l'Austin Business Journal, de la manière dont elle parlait à tout le monde, comme si elle dirigeait une réunion de conseil que personne n'avait convoquée. Ce que je ne savais pas, en ajustant mon blazer et en balayant la salle du regard, c'est que 6 tables derrière moi, dans la section du fond, près du bar, Tran Cole s'installait sur une chaise. Le système hospitalier qu'il avait recruté était un sponsor platine de l'événement. Il avait reçu une invitation par l'intermédiaire de la liaison du personnel médical. Meredith était assise à côté de lui, et Diane, qui avait prolongé son séjour pour aider Meredith à déballer des cartons, était assise entre eux, son chemisier couleur champagne de la même teinte que celui qu'elle portait au mariage de Meredith. Le maître de cérémonie est monté sur scène. La salle s'est tue, et les noms ont commencé. Ils appelaient les noms par ordre alphabétique. J'ai écouté les lettres défiler. Dawson, Espinosa, Gutiérrez. Chaque lauréat montait sur scène, serrait la main du MC, recevait un trophée en cristal, disait quelques mots. Le public applaudissait poliment. Les appareils photo crépitaient. Puis le MC s'est penché vers le microphone. Ensuite, fondatrice et PDG de 8 Creative, l'une des entreprises de marketing hôtelier à la croissance la plus rapide d'Austin, avec un chiffre d'affaires dépassant 2,1 millions de dollars pour sa deuxième année, Sienna 8. 400 personnes ont applaudi. Je me suis levé. Mes jambes étaient stables. Mes mains étaient stables. 2 ans auparavant, ses mains serraient un chèque de 500 dollars dans une salle de bal du Ritz-Carlton. Ce soir, elle lissait le devant d'un blazer rouge qui m'allait comme s'il m'avait attendu. J'ai marché jusqu'à la scène. Le projecteur était chaud. Le trophée en cristal était plus lourd qu'il n'y paraissait. 6 tables plus loin, près du bar, la flûte de champagne de ma mère s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Meredith s'est tournée vers Diane. Attends. 8 Creative. Diane n'a pas répondu. Je me suis tenu au micro. Je ne les ai pas cherchés. Je n'en avais pas besoin. Il y a 2 ans, je suis arrivé à Austin avec 4200 dollars et une Honda Civic. Ma voix était claire. 400 visages levés vers moi. Je n'avais pas de plan B.
J'avais un partenaire qui croyait en moi, une mentor qui me mettait au défi, et la décision d'arrêter d'attendre la permission de construire ma propre vie. J'ai fait une pause. J'ai laissé la salle l'absorber. L'héritage, ce n'est pas ce que l'on hérite, c'est ce que l'on construit. Les applaudissements ont été plus forts cette fois. Marcus était debout. Lorraine hochait la tête depuis la table VIP avec un tout petit sourire, le genre qu'elle réservait aux choses qui atteignaient ses standards. Je suis retourné à la table 3, et en m'asseyant, mes yeux ont balayé la salle, les 400 visages, la lueur des bougies et la ligne d'horizon, et se sont posés une seconde sur ma mère. Elle me regardait. J'ai soutenu son regard. J'ai hoché la tête une fois, un petit signe, comme on reconnaît quelqu'un qu'on connaît mais à qui on n'a pas parlé depuis longtemps. Puis je me suis retourné vers Marcus, et j'ai laissé la soirée se poursuivre sans elle. J'ai appris ce qui s'est passé ensuite par tante Patricia, qui l'a appris de Gérald, qui était chez lui dans le Connecticut mais a reçu un appel de Diane à 22h47 ce soir-là. L'histoire a voyagé comme toutes les histoires des 8 voyages, par le téléphone familial, discrètement, avec juste assez de détails pour blesser. Le gala s'est terminé à 22h. Meredith et Diane ont marché jusqu'au parking en silence pendant que Tran restait pour faire du réseautage, ou peu importe comment Tran appelait ce qu'il faisait quand sa femme ne regardait pas. Le parking était souterrain. Mur en béton, néon qui bourdonnait. Pas de lustre, pas de quatuor à cordes, pas de filtre Instagram qui aurait pu adoucir ce qui allait se passer. Meredith s'est assise au volant de sa BMW. Le X5 qui avait maintenant 5 ans. Une éraflure le long du panneau arrière qu'elle n'avait pas pris la peine de faire réparer. Et elle n'a pas démarré le moteur. Elle a fixé le volant. Elle a créé une entreprise, maman. Sa voix s'est brisée sur le mot « entreprise ». Une vraie entreprise. Les gens se sont levés pour elle. 400 personnes ont applaudi. Elle a eu de la chance, a dit Diane. Automatique, réflexe. Le même script qu'elle utilisait depuis 30 ans. De la chance? La tête de Meredith s'est tournée brusquement vers sa mère. On a eu 250 000 $ et je ne peux pas vendre une maison sans perdre d'argent. Tran ne répond pas à mes appels après 21h. Je déménage dans une ville où je ne connais personne. Et elle était sur cette scène et elle avait tout. Sa voix s'est brisée. Maman, pourquoi je n'ai pas ça? Le néon a bourdonné. Diane a regardé ses mains. Ses ongles étaient parfaits. Ils étaient toujours parfaits. Mais ses mains étaient immobiles. J'ai fait ce que je pensais être le mieux, a-t-elle dit. Pour qui? A murmuré Meredith. Le moteur n'a pas démarré pendant un long moment. 3 jours après le gala, un email est arrivé. Pas un texto, pas un message vocal, un email. Parce que Gérald 8 était le genre d'homme qui avait besoin de la structure des paragraphes pour dire ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Sienna, quelqu'un a posté un extrait de ton discours en ligne. Je l'ai regardé 11 fois. J'ai compté, parce que ta mère dirait que j'exagère et je veux être précis pour une fois. J'aurais dû te défendre au mariage. J'aurais dû dire quelque chose quand ta mère t'a donné cette enveloppe. J'aurais dû te défendre toute ta vie. À chaque Thanksgiving, chaque appel, chaque fois qu'elle te comparait à Meredith et que j'étais assis là à manger mon dîner comme un lâche. C'est ce que j'étais. Je veux le nommer, parce que je pense que tu mérites de m'entendre le dire. Je ne te demanderai pas de me pardonner. Je te demanderai de me laisser essayer d'être meilleur. Si jamais tu veux prendre un café, je prendrai l'avion pour Austin. Sans condition, sans ordre du jour. Juste ton père qui arrive en retard à la seule conversation qui compte. Je t'aime. Je l'ai toujours fait. J'étais juste trop silencieux à ce sujet. Papa. Je l'ai lu à mon bureau, dans les locaux de East City H Street. La lumière du matin entrait par la porte vitrée. L'ombre de 8 créatifs s'étendait sur le sol en béton. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai posé mes mains à plat sur le bureau et j'ai respiré. J'ai pleuré. Pas le genre de pleurs par terre dans la salle de bain comme en mai. C'était différent. C'était le genre de pleurs qui survient quand quelque chose que vous aviez cessé d'espérer arrive quand même. En retard, imparfait, mais réel. J'ai répondu ce soir-là, j'aimerais bien. Mais seulement un café. Et on y va doucement.
Gérald a réservé un vol pour Austin la même nuit. Plus tard, dans un email de suivi, il a écrit une dernière ligne. Ta mère est silencieuse depuis le gala. Elle n'a pas prononcé ton nom. Je pense que pour la première fois, elle s'est entendue. 2 semaines après le gala, la vie de Meredith a achevé son effondrement. Pas avec un grand bruit, mais avec un iPad laissé sur un comptoir de cuisine. Les détails me sont parvenus par morceaux, encore une fois par l'intermédiaire de Patricia, qui semblait être devenue le service de presse non officiel de la famille. Tran voyait une infirmière praticienne à l'hôpital. Pas une rumeur, pas un soupçon, mais une chaîne de messages e-messages qui se sont synchronisés avec l'iPad qu'il avait laissé en charge à côté de la machine à café. Meredith l'a ouvert en cherchant une application de recettes. Elle a trouvé 6 mois de conversation à la place. Elle a demandé la séparation de corps la semaine suivante. Le Texas est un état de communauté de biens, ce qui signifie que la maison, leur location à Austin, n'était pas le problème. C'était l'épave financière laissée par la vente de la maison du Connecticut, l'hypothèque restante, les lignes de crédit, les paiements de la voiture, tout devait être partagé. Honoraires d'avocat, 15 000 $. De l'argent que Meredith n'avait pas en liquide, car sa licence de dermatologie n'avait pas encore été transférée au Texas, et Tran avait été le principal soutien de famille depuis leur déménagement. Elle a d'abord appelé Diane. Maman, j'ai besoin d'aide. Est-ce que papa et toi pouvez, nous t'avons déjà donné 250 000 $, Meredith. Nous n'en avons pas plus. Ton père prend sa retraite. Nous avons nos propres dépenses. La même mère qui avait financé un mariage d'250 000 $ ne pouvait pas, ou ne voulait pas, financer un divorce. Quoi qu'il en soit, le coffre-fort était fermé. Puis Meredith m'a appelé. Je n'ai pas répondu. J'étais en réunion avec un client. Une raison honnête, bien que je ne sois pas sûr que j'aurais décroché de toute façon. Son message vocal est resté dans mon téléphone pendant 3 heures avant que je ne l'écoute. Sienna, c'est Meredith. Je sais que je ne mérite pas cet appel, mais je ne sais pas qui d'autre appeler. Je suis resté avec ça. Marcus m'a trouvé sur le canapé ce soir-là, le téléphone sur mes genoux, le regard dans le vide. Je ne vais pas la sauver, ai-je dit. Mais je ne vais pas non plus jubiler. Marcus a hoché la tête. C'est la bonne ligne à tenir. C'était le cas, et je l'ai tenu. 1 mois après le gala, 8 Creative a signé son plus gros contrat, une refonte complète de la marque pour une chaîne de 8 hôtels-boutiques dans le Texas Hill Country. Site web, réseaux sociaux, marketing par email, direction photographique, tout le nécessaire. Valeur du contrat, 340 000 $, échelonné sur 12 mois. L'Austin Business Journal a publié un article. Le titre, Comment Sienna 8 a bâti une agence à 2 millions de $ en 2 ans sans $1 de personne. La journaliste, une femme nommée Rachel, qui était au gala des 40 de moins de 40 ans, m'a interrogé sur mon parcours. Je lui ai dit la vérité, sans les noms. J'ai dit que je venais d'une famille qui ne croyait pas en mon parcours professionnel. Elle l'a écrit ainsi, 8 a lancé 8 Creative sans investissement extérieur, sans soutien familial, et sans filet de sécurité. Juste un ordinateur portable et la conviction que son travail avait de la valeur. Le même mois, nous avons placé un panneau d'affichage sur Congress Avenue, une publicité standard, dans le cadre d'une campagne pour attirer de nouveaux clients hôteliers. Le design était simple. Le logo de 8 Creative, une photo d'un hall d'hôtel que nous avions relooké, et le slogan « Votre histoire, bien racontée ». J'ai approuvé l'emplacement pour des raisons professionnelles, mais je ne prétendrai pas que je n'ai pas remarqué que le panneau se trouvait à 6 pâtés de maison de l'appartement de Meredith. Sur la route qu'elle prenait chaque jour pour se rendre à la clinique temporaire où elle avait commencé à consulter. Parfois, je me demande si ma mère m'avait donné 250 000 $ au lieu de 5 cents, est-ce que je serais ici? Aurais-je déménagé à Austin? Aurais-je enregistré une LLC sur une table de cuisine avec 700 $ restants sur mon compte? Ou me serais-je installé dans quelque chose de sûr et n'aurais-je jamais appris de quoi j'étais capable? Je n'ai pas la réponse, mais je pense que le feu intérieur compte plus que l'argent. Qu'en pensez-vous? Les pires choses qui nous arrivent deviennent-elles parfois les meilleures? J'aimerais connaître votre opinion dans les commentaires. Je n'ai pas mis ce panneau pour ma mère, mais je mentirais si je disais que je n'ai pas souri en passant devant. Gérald a tenu sa promesse. Il a appelé ça, un café, et il le pensait littéralement.
Pas de réunion de famille, pas de séance de thérapie, pas d'embuscade. Juste une table dans un café sur South Congress, à 4 pâtés de maison de l'endroit où j'avais autrefois servi des lattes pour 12 $ de l'heure. Je suis arrivé la première, j'ai commandé un café noir, je me suis assise sur la chaise face à la porte, car j'avais appris en 2 ans à voir ce qui arrivait. Diane est entrée à 10 heures précises. Ses cheveux étaient plus gris que dans mon souvenir, le blond cendré maintenant argenté aux tempes. Elle portait un trench coat Burberry sur un chemisier blanc, mais son sac à main était vieux. Le même sac Coach qu'elle portait depuis 5 ans. Quelque chose dans cette combinaison m'a tout dit. L'armure était la même, mais les ressources derrière s'étaient amincies. Elle s'est assise, a commandé un thé vert, a entouré sa tasse de ses mains comme si elle avait besoin de quelque chose à tenir. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit. « Je vais bien. » Silence. La machine à expresso sifflait derrière le comptoir. Une femme à la table voisine lisait un roman et faisait semblant de ne pas écouter. « Je ne pensais pas que tu y arriverais », a dit ma mère. Pas cruelle cette fois, juste honnête. Peut-être pour la première fois. Je sais. Peut-être que j'avais tort. J'ai laissé ces 4 mots en suspens. C'était le plus qu'elle m'ait jamais donné qui ne soit pas enveloppé dans une condition. Tu avais tort, ai-je dit. Mais je n'ai pas bâti mon entreprise pour te prouver que tu avais tort. Je l'ai bâtie parce que j'avais besoin de me prouver quelque chose à moi-même. J'ai pris une inspiration. Je n'ai pas besoin d'excuses, maman. J'ai besoin que tu arrêtes de dire aux gens que je suis parti par jalousie. C'est le minimum. Elle a hoché la tête, ses yeux se sont embués. Pas des larmes, pas tout à fait, mais le plus proche que j'ai jamais vu Diane 8 s'approcher de la frontière. Si tu veux me connaître, la vraie moi, tu peux commencer par prendre un café avec moi une fois par mois. Mais tu n'as plus le droit de classer tes filles. Ce système est terminé. 2 tasses sur une table en bois. Même taille, même soucoupe. Personne n'est plus grand. 6 mois après ce café, le tableau des scores ressemblait à ceci. Diane et moi nous étions vus 4 fois, toujours pour un café, toujours dans le même café sur South Congress. Les conversations étaient courtes, 30 minutes, parfois 40. Elle posait des questions sur l'entreprise. Je lui disais ce que j'avais envie de partager. Elle ne me comparait pas à Meredith, pas une seule fois. Je ne sais pas si elle avait changé ou si elle jouait simplement le changement. Et j'ai décidé que ce n'était pas mon problème à résoudre. Mon travail était de maintenir la limite. Son travail était de la respecter. Gérald est venu à Austin en janvier. Il s'est assis à une table de pique-nique chez Franklin Barbecue avec Marcus et moi, un plateau de poitrine de bœuf sur du papier brun entre nous, et il a pleuré. Pas de façon dramatique. Gérald ne fait rien de dramatique. Mais tranquillement, ses épaules secouées, sa serviette pressée contre ses yeux. « Je suis fier de toi », a-t-il dit. J'aurais dû dire ça pendant 28 ans. J'ai tendu la main par-dessus le papier et j'ai tenu la sienne. Marcus a mis une côte de bœuf dans son assiette et a dit « Mange, Gérald. C'est meilleur quand c'est chaud. » Mon père a ri à travers ses larmes. C'était le meilleur repas que j'ai eu à Austin. Le divorce de Meredith a été finalisé en mars. Elle a vendu le peu qui restait des biens communs, a absorbé la perte de 65 000 $ sur la maison, et a emménagé dans un petit appartement à East Austin. 75 mètres carrés, pas de comptoir en marbre, pas de cuisinière Wolf. Elle consultait dans une clinique de dermatologie 3 jours par semaine en attendant que sa licence du Texas soit validée. Pour la première fois de sa vie, elle payait sa propre facture d'électricité. Elle m'a envoyé un texto en avril. Je suis désolé pour ce que j'ai dit au mariage et pour le post Instagram. Je protégeais quelque chose qui n'a jamais été réel. J'ai répondu le lendemain matin. Je sais. Si tu veux prendre un café un de ces jours, fais-moi signe. Pas d'accolade, pas de retrouvailles en larmes. Juste 2 sœurs, pour la première fois sur un pied d'égalité. C'est un mardi matin. Je suis dans le bureau de 8 Creative, 140 mètres carrés maintenant, agrandi dans la suite voisine. 6 employés, 2 salles de conférence, un mur de travaux de clients encadrés que Becca appelle « la galerie ». La lumière du matin entre par la porte vitrée, et le logo projette son ombre sur le béton poli comme il le faisait ce premier matin. Sauf que maintenant, il y a plus de bureaux, plus de chaises,
plus de preuves que quelque chose dont j'avais rêvé sur un matelas gonflable est devenu réel. Sur le mur derrière mon bureau, 3 choses sont épinglées. Le certificat de la LLC du secrétaire d'État du Texas, daté d'il y a 2 ans. Un peu froissé au coin. Le chèque de 1750 $ de Derek. Le premier client qui a annulé. Le premier vrai paiement. La première vraie leçon. Il a toujours ma note au marqueur à côté, premier vrai paiement. Première vraie leçon. Et le trophée en cristal D, 40 de moins de 40 ans, de l'Austin Business Journal. Il capte la lumière chaque après-midi vers 16h et projette de petits arcs-en-ciel sur le classeur. Becca dit que c'est la meilleure caractéristique du bureau. Je pense qu'elle a raison. Le chèque de 500 $ n'est pas sur le mur. Je l'ai déchiré il y a longtemps. Je n'ai pas besoin de garder la preuve de ce que quelqu'un pensait que je valais. Je garde la preuve de ce que j'ai construit. Marcus entre avec 2 cafés, un noir, un avec du lait d'avoine. Il pose le mien sur le bureau, m'embrasse le sommet de la tête, et s'assoit sur la chaise en face de moi. Nous regardons par la fenêtre sur Congress Avenue. Le panneau d'affichage est toujours là. Votre histoire, bien racontée. Et en dessous, Austin bouge comme elle le fait toujours. Rapide, brillante, indifférente à qui vous étiez avant d'arriver ici. Ma mère m'a donné 500 $ et m'a dit que c'était tout ce que je méritais. Elle avait raison sur une chose. Je méritais exactement ce que j'ai eu. Pas les 500 $, le feu. Certains héritent de leur héritage. J'ai construit le mien. Et je l'ai construit avec les 2 choses que mes parents ne m'ont jamais données, la confiance et une chance équitable. C'est mon histoire. Si vous avez déjà été, l'autre, dans votre famille, celui qui n'était pas le favori, qui n'était pas l'investissement, je veux que vous sachiez quelque chose. Votre valeur ne vient pas de leur approbation. Elle vient de ce que vous construisez quand personne ne regarde. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je les lis tous, un par un. Et si vous voulez une autre histoire sur quelqu'un qui a transformé le doute de sa famille en carburant, consultez le lien dans la description. On se voit dans la prochaine.